La droite rejette, la gauche assigne, mais dans les deux cas, on ne voit plus une personne, on voit une catégorie. Quand tu es certain d'être le gentil contre le méchant, tu peux t'autoriser n'importe quoi. Hello, moi c'est Noah. Ici on décrypte la politique autrement, avec une seule obsession, comprendre ce qui se joue vraiment pour 2027. Je suis imprégné de l'identité chrétienne. D'ailleurs, je pense que on ne peut pas être français sans être imprégné de cette identité chrétienne. Laissez répondre la nouvelle France dont on parle, c'est la France d'aujourd'hui telle qu'elle existe. Et oui, moi, je suis fière de faire partie de ce beau pays où il y a des gens qui ont cette diversité d'origine, de culture, de religion. Je pense que c'est notre force, c'est notre richesse. Depuis quelques années, deux visions de la France s'affrontent de plus en plus ouvertement. D'un côté, une France traditionnelle, identitaire, héritée de son histoire européenne et chrétienne, portée notamment par Éric Zemmour, qui en a fait le cœur de son projet. De l'autre, une France du mélange, de la diversité, de ce que certains appellent la Nouvelle France, une vision que défend une partie de la gauche et les filles en tête. On a une explication assez commode pour ce clivage ambiant. On va dire que c'est la photo politique qui clive pour mieux régner, la photo média qui amplifie pour le buzz, la faute aux algorithmes qui radicalisent pour l'argent. Ces explications, elles sont partiellement vraies et totalement confortables surtout, parce qu'elles nous laissent hors du tableau, nous, citoyens, spectateurs indignés du clivage plutôt qu'acteurs qui alimentent. Et c'est ça la vraie question de cette vidéo. Pas qui divise la France. Au fond, on connaît tous déjà la réponse. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que nous, on se laisse diviser? Et surtout, qu'est-ce que ça va produire en 2027? Parce que si on continue sur cette trajectoire, le risque, c'est une élection où la question implicite devient qui es-tu? Que représentes-tu? Avant, que proposes-tu? Et ça serait un basculement majeur. Commençons par ce qu'on voit. Depuis quelques années, quelque chose glisse dans le débat public français. On ne juge plus seulement ce qui est dit, on juge qui le dit. Avant d'écouter une idée, on regarde l'origine, la couleur de peau, la légitimité supposée de celui qui parle. Prenez par exemple Aya Nakamura, proposée pour la cérémonie d'ouverture des JO. Avant même qu'elle chante une note, le débat ne portait déjà plus sur sa musique. Il portait sur ce qu'elle représentait, sur ce qu'elle disait de la France. Nakamura est critiquée par les racistes et simultanément érigée en étendard politique pour ceux qui veulent la défendre. Et vous remarquerez, personne ne lui a demandé son avis. Personne ne lui a demandé ce qu'elle pense et ce qu'elle veut représenter, quelle France elle défend. On ne voit plus une personne, on voit un camp. Et il est là le glissement. On passe d'un débat d'idées à un débat d'identité. Le même mécanisme des deux côtés simultanément. Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut distinguer deux niveaux. Parce qu'on les mélange en permanence et c'est précisément ce mélange qui empoisonne le tout. Le niveau 1, le racisme de base. Soyons clairs et directs, le racisme existe bien en France. Il est documenté, il est factuel, il n'y a pas de débat là-dessus. Pendant, par exemple, les législatives de 2024, le débat sur la binationalité est revenu très fortement. Et des responsables du Rassemblement national, Sébastien Chenu notamment, avaient défendu l'idée de limiter l'accès aux certains postes régaliens aux personnes n'ayant qu'une seule nationalité. Ces séquences ont massivement circulé. Elles ont contribué à libérer une parole beaucoup plus dure et si vous vous en souvenez, pendant cette campagne, l'air était assez irrespirable. Les chiffres confirment ce climat. Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, plus de 15 000 actes à caractère raciste ont été recensés en 2023. Insultes, discrimination, violence. Ce niveau-là n'appelle pas un débat, il appelle une condamnation ferme et des politiques publiques sérieuses. Le niveau 2, et il est là le vrai débat, celui qu'on n'arrive pas vraiment à avoir en France. Il y a en France deux visions qui s'affrontent. Une frange du mélange, de la créolisation, qui assume le fait que l'identité française est toujours construite par strates, par rapports successifs. Et une France beaucoup plus traditionnelle, héritée de son histoire européenne et chrétienne, et qui pense que cette identité a un socle, des racines, et que le défendre n'est pas du repli, mais de la continuité. Et en soi, ce débat, il serait légitime. Il mérite, je trouve, d'être posé sérieusement sans que personne ne soit
immédiatement disqualifié. Mais il est là le problème. Ce débat légitime, on ne le mène pas. Et à la place, on colle ces deux visions à des identités, on va assigner. Si tu es noir ou arabe en France, tu vas rapidement te retrouver sommé de te positionner. Un camp te dira, bah regarde, tu es bien la preuve vivante de la Nouvelle-France. Tu dois être pour le mélange. L'autre te dira, on veut bien t'accepter, nous, mais seulement si tu te fonds dans notre tradition. À Rome, fais comme les Romains. Dans les deux cas, l'individu disparaît. On ne te demande pas ce que tu penses, on te dit ce que tu dois penser. Et remarquez quelque chose d'assez intéressant, cette assignation, elle ne s'applique qu'aux personnes racisées, noires, arabes, asiatiques, etc. On ne demande pas aux personnes blanches de se positionner sur la France judéo-chrétienne ou la France créolisée. Elle n'a pas à choisir son camp identitaire, elle a le luxe d'avoir ses propres idées. Et c'est ça la double peine. Subir le racisme du niveau 1 et être enfermé dans une case au niveau 2. Ce qui est fascinant et en même temps inquiétant, c'est que les deux camps produisent exactement le même effet en partant de directions complètement opposées. La droite identitaire part de la suspicion. Elle regarde une personne racisée et voit d'abord une appartenance, une origine, une religion supposée, une loyauté douteuse, et elle va rejeter ou conditionner l'acceptation à une forme d'effacement de soi. La gauche assignataire, elle, part de la protection. Elle regarde la même personne et veut défendre ses droits, corriger des injustices réelles, et en soi, c'est une intention tout à fait louable. Mais dans ce mouvement de protection, elle essentialise ce qu'elle veut protéger. Regardez ce qui arrive à Christine Kelly ou Sonia Mabrouk. Ces femmes sont régulièrement, notamment pour Christine Kelly, qualifiées de bounty ou de traîtres. Pourquoi? Parce qu'elles défendent des positions qui ne correspondent pas à ce qu'on attend d'elles, selon leur origine, selon leur tête. C'est quoi ça sinon dire à quelqu'un, tu as une couleur de peau, donc tu as un camp, et si tu n'es pas de ce camp, c'est donc que tu es une traître. La droite rejette, la gauche assigne, mais dans les deux cas, on ne voit plus une personne, on voit une catégorie. Et on attend d'elle qu'elle se comporte conformément à cette catégorie. C'est le même mécanisme. Les deux renforcent exactement ce qu'ils prétendent combattre. Jusqu'ici, j'ai parlé des camps, des mécanismes, des responsables politiques qui entretiennent ce système. Mais je vais maintenant dire quelque chose de plus difficile à entendre. Parce que finalement, si ce système tient, et il tient depuis plusieurs années, c'est qu'il nous rend un grand service à nous, citoyens, et pas seulement aux politiques, pas seulement aux médias, pas seulement aux algorithmes. Parce que le clivage identitaire, il nous simplifie grandement la vie. Quand tu as un camp qui est clairement identifié, le tien, et un ennemi qui est également clairement identifié, l'autre, tu n'as plus besoin de te poser 20 000 questions. Tu sais qui sont les gentils, toi. Tu sais qui sont les méchants, l'autre. Et ça, dans une société en manque de sens et de repères, c'est plutôt rassurant et c'est même addictif. Parce que quand tu es certain d'être le gentil contre le méchant, tu peux t'autoriser n'importe quoi. Tu peux insulter, exclure, délégitimer et même tuer. Au nom du bien, soi-disant. Et ta conscience restera tranquille. Et on a plein d'exemples là. Je ne vais pas donner les noms, les exemples, vous avez tout à fait en tête. Il n'y a qu'à regarder X, regardez les tweets. Ils sont d'une violence extrême des deux camps. Et il est là le vrai piège. Ce n'est pas qu'on nous impose des cases de l'extérieur, c'est qu'on les accepte parce qu'elles nous donnent quelque chose. Une identité, une tribu, un combat légitime à mener. Les cases, elles font qu'on reste entre soi, qu'on se complaît dans sa propre logique sans jamais chercher à comprendre l'autre. Que le monde se divise proprement entre les gens bien, nous, et les autres. La LFI dit qu'il y a une barrière et qu'il faut choisir de son côté. Personne ne pose la question, mais en fait, et si on enlevait cette barrière? Et si au lieu de choisir son camp, on cherchait à comprendre l'autre? Et ce n'est pas du tout naïf ce que je suis en train de dire. C'est juste beaucoup plus difficile et beaucoup moins rentable électoralement. Parce que des gens qui restent entre eux, qui se complaisent dans leur logique, c'est plus facile à mobiliser. Des gens qui pensent par eux-mêmes, qui traversent les camps, qui refusent les cases, ceux-là, on ne sait pas trop quoi en faire.
Alors concrètement, où est-ce que ça nous mène en 2027? Regardons ce que ce système produit sur les débats qui devraient vraiment structurer cette élection. La question du logement. 4 millions de personnes mal logées en France. C'est un sujet colossal, technique, qui demande des arbitrages difficiles entre propriétaires, locataires, promoteurs, collectivités. C'est ingrat, c'est complexe. Ça ne mobilise pas. Mais savoir si Aya Nakamura représente la vraie France, là, ça mobilise. Ça fait des clics, ça crée des camps. La santé mentale des jeunes. Le nombre d'hospitalisations psychiatriques chez les 15-24 ans a augmenté de 30% en 10 ans. C'est une bombe à retardement. Mais c'est silencieux, ça ne se voit pas. Ça ne se crie pas sur un plateau. Le narcotrafic, qui gangrène des quartiers entiers, qui tue, qui corrompt. C'est un sujet d'une complexité redoutable qui touche directement les populations les plus précaires, mais pas que, qui touche toute la France. Les villes, les campagnes, les riches et les moins riches. Mais pour en parler sérieusement, il faut accepter des réponses qui ne rentrent dans aucune case et sortir du buzz médiatique. Remarquez quelque chose. Les sujets les plus complexes, ceux qui demandent de sortir des cases, sont très souvent remplacés par des débats identitaires plus simples à instrumentaliser. Alors, c'est pas du tout un complot, non, c'est bien pire que ça. C'est un système où tout le monde joue le jeu parce que tout le monde y trouve son compte. Les politiques qui mobilisent, les médias qui font des clics, et nous, citoyens, qui avons enfin un ennemi simple à détester. Personne n'a ordonné quoi que ce soit. Et vous savez ce qu'il y a de paradoxal et de cruel? C'est que les populations les plus instrumentalisées dans ces débats identitaires sont précisément celles qui auraient le plus à gagner d'une vraie politique sur le logement, la santé mentale, la sécurité dans les quartiers. Le clivage identitaire ne les sert pas, il les utilise. Alors, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, des personnes racisées sont journalistes, responsables politiques, figures publiques, à gauche comme à droite. Elles ont investi ces espaces. C'est réel et c'est important. Mais on n'aura vraiment avancé que le jour où une personne pourra défendre n'importe quelle idée sans être ramenée en permanence à son origine, sans qu'on lui demande de choisir son camp identitaire avant de lui demander ce qu'elle pense. Ce jour-là n'est pas encore arrivé. Ni à droite, évidemment, ni à gauche, et c'est ce qu'on n'ose pas dire assez clairement. Parce que tant qu'on redessine les cases au lieu de les supprimer, on ne résout rien, on déplace juste le problème. La vraie question pour 2027 n'est pas quelle France voulons-nous? Elle est beaucoup plus fondamentale que ça. La vraie question pour 2027, c'est est-ce qu'une démocratie peut encore fonctionner quand le débat d'idées est remplacé par un débat d'identité? L'histoire nous dit que non. Mais cette responsabilité, elle n'est pas que celle des politiques. Elle est aussi la nôtre, citoyens. Est-ce que nous sommes encore capables de nous parler? Et j'ai bien dit nous parler, pas de nous tolérer, de vraiment nous parler, en acceptant que l'autre puisse avoir raison et nous tort, sans que cela remette en cause notre propre camp.